un débat qui est organisé par l'association Rebond avec notre chère Angélique Cauchy et par les internationaux de Strasbourg dans le cadre de leur partenariat avec Angie. Je vous laisse donc la parole, Denis Legelen. Merci, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Merci d'être présents aujourd'hui sur un thème qui nous est extrêmement sensible. Vous rappelez, pour ceux qui ne le savent pas déjà, que les internationaux de Strasbourg, d'abord c'est en ce moment, que c'est un tournoi de tennis féminin un des plus importants du monde, le premier tournoi en tout cas de tennis féminin français, et qui c'est surtout un événement qui s'est engagé il y a 16 ans dans la défense du droit des femmes. Et nous avons depuis ces années organisé plusieurs conférences sur des thèmes différents, mais toujours pour défendre la place des femmes dans la société. Aujourd'hui, nous sommes là grâce aussi à Rebond et son association, présidée par Angélique Cauchy, qui va vous apporter son témoignage. Et je vous souhaite donc un moment d'écoute très très important, essentiel pour nous tous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, le sport, c'est une petite introduction pour beaucoup, évidemment, c'est l'émancipation, la rigueur, la confiance en soi. Mais pour d'autres, comme pour vous, Angélique, vous allez nous le raconter, c'est une histoire de silence, de sidération, de violence. Les chiffres sont là. Plus de 1280 personnes ont été mises en cause pour des faits de violence dans le sport en 2023. Et dans 9 cas sur 10, ce sont des violences sexuelles. Dans 77% des cas, l'auteur présumé est l'entraîneur. Et c'est souvent la relation qu'il noue avec sa victime qui rend le passage à l'acte possible, puis le silence durable, une relation qu'on appelle de manière presque naturelle entraîneur-entraîné, et qui dit déjà dans les mots qui est actif, qui est passif, qui guide et qui suit. Aujourd'hui, on va donc parler de cette relation et de tout ce qu'elle peut contenir de dévotion, d'autorité, de confiance, mais aussi parfois de violence et de domination. Pour le faire, j'ai l'honneur d'être entourée de 3 femmes remarquables. Angélique Cauchy, bonjour. Vous êtes survivante, je crois qu'on peut dire ça comme ça, des violences sexuelles dans le sport, mais vous êtes évidemment bien plus que ça. Vous êtes enseignante, engagée dans la protection de l'enfance. Depuis des années, vous portez cette parole, la vôtre et celle des autres, dans les médias, dans les écoles, dans les institutions, et puis avec l'association Rebond que vous avez créée en 2016. Votre témoignage, Angélique, est très précieux parce que vous l'incarnez, vous lui donnez de la chair, et il est précieux aussi pour l'expertise que vous avez développée sur le terrain, dans une visée profondément éducative et de prévention. Donc, merci beaucoup. On va avoir votre témoignage dans quelques instants. Véronique Béchu, bonsoir. Bonjour même. Vous êtes chef du pôle stratégique de l'Office mineur à la Direction nationale de la police judiciaire, c'est bien ça? Vous êtes policière spécialisée dans la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs, notamment en matière de pédocriminalité en ligne. Et vous connaissez les rouages du signalement, les difficultés à recueillir la parole d'un enfant, à l'écouter et à traduire même tout ça dans une procédure. Vous êtes ici pour apporter ce regard opérationnel et juridique et pour éclairer aussi la différence entre ce que la victime vit et ce que la loi peut qualifier. Et c'est d'ailleurs vous, je crois, qui avez recueilli le témoignage d'Angélique Cauchy à l'époque. Et enfin, Diane Salomon. Bonjour Diane, vous êtes psychologue clinicienne, docteur en psychologie clinique. Vous formez avec des professionnels sur l'inceste. Vous formez des professionnels sur l'inceste et vos travaux mettent en lumière les dynamismes psychiques, les stratégies des agresseurs, la sidération, l'emprise et le rôle que peut jouer une micro-société, comme une famille, comme un club sportif, dans la perpétuation du silence. Alors, pour bien commencer notre conférence, on va commencer par poser les bases, parce qu'avec la violence, il est souvent question de quelque chose de plus insidieux, de plus diffus. C'est l'emprise. Elle n'est pas toujours visible, évidemment. Elle ne laisse pas de traces immédiates, mais elle enferme, elle isole et elle fait taire. L'emprise, elle est synonyme de silence. Elle se construit souvent dans le cadre d'une relation déséquilibrée. Diane, est-ce que vous pouvez, à gros traits,
nous expliquer comment ça fonctionne. Ça fonctionne le micro, c'est bon. Alors, à gros traits, quand des violences surviennent, généralement, il y a un lien d'emprise qui préexiste aux violences agies. Et on pourrait définir l'emprise comme le fait d'exploiter un état de vulnérabilité. Donc là, on dira chez le sportif, état de vulnérabilité psychique et ou physique, mais également de se servir de ses qualités, de son statut, s'agissant du coach. Pour rentrer peut-être un peu plus dans le détail quand même, du côté de la victime, déjà, il s'agit de mineurs, donc il faut partir du principe que il y a une vulnérabilité de fait, puisqu'ils n'ont pas terminé de grandir, et donc sur le plan psychique et physique, ils ne sont pas encore tout à fait en capacité à la fois de se défendre, mais aussi de se rendre compte de ce qui se passe. Et puis s'agissant du milieu sportif, qui peut reposer sur une logique du sacrifice, je crois qu'on peut le dire, en tout cas dans certains lieux, le jeune, le sportif, peut adhérer à cette logique-là, et donc en venir à supporter des choses qu'il ne devrait pas supporter. Et puis peut-être parler des parents qui vont investir, parfois financièrement et narcissiquement, le projet de leur enfant. Donc l'enfant peut avoir aussi un sentiment de dette, de culpabilité à l'égard de ses parents quant à une révélation de violence. Du côté du coach, les facteurs qui peuvent éventuellement lui permettre d'établir un lien d'emprise, déjà c'est le lien d'ascendance entre l'adulte et l'enfant, l'adolescent, mais également pour ceux qui ont réussi, qui ont fait une belle carrière professionnelle, c'est le statut d'exception et donc l'incarnation d'un idéal, à la fois pour les sportifs, mais aussi pour les parents, la structure. Et puis c'est une personne à qui, a priori, les parents ont confié leur enfant, et donc une personne en qui on devrait avoir confiance. Et donc poser ces éléments-là, donc qui sont présents, ça permet à certains d'établir derrière des stratégies pour les plus mal intentionnés, je dirais, des stratégies qui vont consister à brouiller les repères de l'enfant, du mineur. Et il y a généralement deux gros volets qu'on repère dans les dossiers. La première stratégie, elle consiste à alterner des comportements, je dirais, de gratification narcissique, des compliments, des récompenses, et dans le même temps d'avoir des attitudes de dénigrement, de mépris, d'être menaçant, de faire du chantage aux sportifs. Donc vous imaginez bien que ça crée un petit peu de confusion. Et la deuxième chose, lorsqu'il s'agit de violences sexuelles, la stratégie de séduction la plus courante consiste à intégrer petit à petit des gestes sexualisés qui vont passer inaperçus, qui ne vont pas forcément être compris de la part du sportif, qui va se retrouver in fine dans un état d'aliénation. J'aime bien la définition de Lanier, je terminerai là-dessus, qui parle de l'aliénation et qui précise que c'est un état de totale méconnaissance de ce qui est en train de se produire. Et que seul un tiers peut observer la chose et la repérer. Merci beaucoup. Alors, Angélique, vous allez nous le confirmer, c'est-à-dire cet état d'aliénation et puis ces deux processus dont parlait Diane, c'est-à-dire je te gratifie et en même temps je te terrorise. Enfin, racontez-nous votre expérience à vous, cette emprise que vous avez vécue à partir de l'âge de 12 ans.
En fait, cet entraîneur, c'est une personne qui déjà va percevoir chez moi tant mes failles personnelles que familiales, que les failles qui existent dans cette micro-société que représente notre club à ce moment-là. C'est-à-dire, moi, à la fois, ce besoin de reconnaissance absolue que j'ai, de me dire que c'est bien, parce que je suis extrêmement perfectionniste et que j'ai besoin du regard des autres, de voir aussi que dans ma famille, il y a peu d'argent et peu de temps, et finalement, tous ces services rendus et ces récompenses qu'il va faire à ma famille en m'entraînant gratuitement, en m'emmenant dans les tournois, vont faire que il va y avoir une emprise qui se met aussi sur ma famille. Moi qui me sens redevable, évidemment, parce que je vois bien qu'il fait des sacrifices quelque part pour moi. Et cette première part, finalement, cette première partie où il est extrêmement gentil, il me fait beaucoup de compliments, il me dit que je suis la meilleure, que je suis celle qui joue le mieux, et il sait que j'ai besoin d'entendre ça. Comme beaucoup d'enfants et comme finalement beaucoup de personnes, hein, on a besoin de se sentir valorisé. Et donc à ce moment-là, il a finalement un rôle qui n'est plus le rôle d'entraîneur parce qu'il devient la parole absolue pour moi. C'est-à-dire que je n'écoute plus que lui. Et très rapidement, je deviens son mini-lui. Et pour moi aussi, l'emprise, je dirais que c'est quelque part une perte de libre arbitre, que c'est une perte d'identité parce que finalement, je ne vais être que sa marionnette et je vais parler à travers lui. Mais ce n'est pas réellement moi qui réfléchis. À ce moment-là, c'est une phase d'aveuglement parce que je m'en rends pas du tout compte, évidemment. Mais qu'on aurait dû percevoir que tout d'un coup, je suis une petite fille qui se met à parler comme lui, à manger comme lui, à m'habiller comme lui, c'est-à-dire en habit homme alors que j'ai 12 ans, à pu manger mes... Lui, c'est fort quand même comme terme. Hein. Oui, mais c'est comme ça en tout cas que a posteriori je le perçois et que tous les gens de cet écosystème l'ont perçu à ce moment-là. Elle est exactement comme lui, elle porte une casquette comme lui, elle met que du Nike, elle porte même ses habits à lui. Donc c'est quand même, ça allait quand même assez loin. De ne pas manger mes bords de pizza alors que j'adorais mes croûtes de pizza avant ça et qu'aujourd'hui j'aime les croûtes de pizza. Mais c'est une période où vraiment, finalement, j'avais renié tout ce que j'étais et tout ce que j'aimais pour être que ce que lui attendait de moi. Conforme à ce qu'il attendait pour lui faire plaisir. Avec cette deuxième partie où évidemment il n'est plus aussi gentil. Et si au début il avait tout de suite été méchant, je serais certainement pas tombée sous emprise parce que j'aurais pas été proche de lui. C'est parce que j'ai eu confiance en lui que finalement il y a pu y avoir après toutes ces violences parce que finalement à ce moment-là je ne remettais jamais en question ce qu'il me disait de faire. Et il passait même avant mes parents. C'est-à-dire que si mes parents avaient une voix qui différait de la sienne, je n'écoutais pas mes parents et je me rapprochais de lui et je m'écartais encore plus de mes parents. Et finalement, l'emprise, c'est aussi ça, c'est cet isolement au fur et à mesure où finalement, je ne suis plus qu'avec lui, je ne suis plus avec les copains, je ne suis plus avec ma fille, avec ma sœur et mes parents et je ne suis plus avec personne. L'isolement, la gratification, puis la négation de ce qu'on est, et puis, oui, vous coupe de votre famille peu à peu. Hein. Véronique Béchu, en tant que policière, est-ce que vous êtes confrontée à des situations où l'emprise n'est pas nommée, mais vous la percevez très clairement dans les propos, dans les silences, dans les contradictions de la victime? Est-ce que la notion d'emprise, elle est prise en compte dans l'enquête, même si c'est pas un objet juridique qui est très bien défini encore, je crois. Hein. Alors c'est effectivement toute la difficulté de pouvoir monter ces procédures judiciaires avec sous fond de dossier l'emprise, parce que c'est ni un concept légal ni un concept juridique à l'heure actuelle. En droit pénal, ça peut être un élément constitutif d'une infraction, comme pour les violences psychologiques, ou ce peut être une circonstance aggravante, notamment dans l'abus de faiblesse. C'est donc à l'enquêteur de pouvoir mener ses investigations de manière à mettre en lumière cette notion d'emprise par tous les actes d'enquête qu'il a en sa possession. Donc ça peut passer par le témoignage, les auditions, les expertises, qu'elles puissent être psychologiques ou psychiatriques qu'on peut demander. Il nous faut impérativement démontrer toutes ces notions qui ont été données par Diane et explicitées par Angélique dans son propre cas, que sont l'isolement, la manipulation, la culpabilisation de l'enfant, et puis une mise sous contrôle qui est extrême en fait. Et rarement j'ai des victimes qui viennent dans mon bureau, qui s'assoient en face de moi et que je vais entendre pendant plusieurs heures, qui me disent « je suis sous emprise ».
ça ne vient pas de la victime. Elle va me délivrer son récit. D'ailleurs, Angélique, avec ses co-victimes, ça a été des auditions qui ont été extrêmement longues. C'était 4 heures, 5 heures d'audition, où on les laisse parler, elles expliquent ce qu'elles ont vécu, et nous, on perçoit les éléments de cette mise sous emprise, à charge pour nous de pouvoir travailler en parallèle pour pouvoir orchestrer tout ça. Dans le cas du dossier d'Angélique, j'ai fait 350 auditions de manière à pouvoir mettre tout ça en lumière. J'ai raclé l'ensemble, je pense, des dirigeants du monde du tennis, des joueurs qui jouaient en même temps dans le club d'Angélique à cette époque. J'ai inclus des photos de l'époque où on voyait exactement comment lui s'habillait, comment ses victimes s'habillaient, et on voyait cette mise sous emprise. Quand elle dit que c'était un mini lui, c'était exactement ça. Et visuellement, c'était flagrant. Et c'est pour ça qu'on tire la sonnette d'alarme souvent en disant ce n'est pas la victime qui peut le voir, mais c'est l'entourage, c'est l'écosystème entier, et que on en viendra là tout à l'heure, mais c'est à cet écosystème de faire le premier pas pour mettre tant la victime que son entourage que les institutions sur la voie de la mise sous emprise. Alors, c'est ce que vous appelez, en quelque sorte, c'est des signaux faibles, c'est ça? Tout à fait. Des signaux faibles, des petits indices, ces petits malaises, ces incohérences qui, mises bout à bout, pourraient alerter. Mais souvent, on ne les voit pas ou on ne veut pas les voir. Ça, c'est encore mieux. Parce que dans le club, comme dans la famille, ça peut devenir un lieu d'aveuglement collectif. Alors, comment reconnaître ces signaux? Et alors, surtout, pourquoi ils passent inaperçus, Diane Salomon? Alors, on ne veut pas les voir ou on ne peut pas les voir. Je serais peut-être plus optimiste, dans le sens où, comme dans les systèmes incestueux, il s'agit d'un déni collectif, d'une alliance, la plupart du temps qui est inconsciente, et qui a pour objectif d'amener le collectif vers un but commun. Donc là, si on reprend l'exemple, il s'agit d'aller vers l'excellence. Et pour aller vers l'excellence, il faut mettre de côté, il faut nier certaines réalités qui viendraient sinon entraver les ambitions du groupe. Ça repose dans le milieu sportif en plus sur une, je l'ai dit un peu tout à l'heure, sur une logique particulière où il y a une culture de la douleur. Quand on fait du sport, quand on a mal, c'est bien, c'est positif. Angélique, tu confirmeras peut-être, mais il faut presque avoir mal pour avoir le sentiment d'avoir bien travaillé quand on fait du sport. Et à côté de ça, il y a en plus une proximité telle entre les sportifs, avec les coachs, avec même, je pense, les bénévoles des structures, qu'il y a une ambiance hyper sexualisée. Qui va aussi faciliter les passages à l'acte et le dépassement des limites qui est de toute manière, je dirais, une des règles du milieu sportif. Pour exceller, il faut dépasser ses limites, les limites de son propre corps. Mais donc, de manière générale, le dépassement des limites est un risque que chacun encourt. Il y a des choses qu'on aurait pu repérer. Vous êtes mise à, je sais pas, à plus manger ou à... Tout changement brutal de comportement doit alerter l'adulte et le témoin de façon générale. Et même si pour moi, tout l'enjeu était justement qu'on ne perçoive pas ces signaux, parce que je voulais surtout pas que mes parents l'apprennent, parce que je voulais pas leur faire de mal, parce que les phrases qu'ils répétaient sans cesse, et ça revient sur cette première partie, sur les menaces, la culpabilité, c'était si jamais t'en parles, les gens ne comprendront pas, si jamais t'en parles, j'irai en prison et je pourrai plus t'entraîner, tu deviendras jamais forte et tu deviendras une merde.
Et ce qui est fou, c'est qu'à ce moment-là, je pense que s'il ne m'entraîne plus, je saurais même plus tenir une raquette de tennis. Donc il y a cette partie-là, et puis la partie si t'en parles, tes parents ne t'aimeront plus, tes parents vont pas te croire, etc., qui fait que finalement, moi, je ne veux surtout pas que ça se sache. Mais il n'empêche que, de façon involontaire et inconsciente, plein de choses auraient pu être perçues. Et dans mon cas, il y a eu tout d'abord des meilleurs encore résultats scolaires parce que j'étais bonne élève et que la seule règle qu'avaient fixé mes parents, c'était qu'il fallait que je continue à être première de la classe. Et à cette période-là, dans cette première partie de l'emprise, je travaille encore mieux à l'école parce que je veux absolument pouvoir passer du temps avec lui. Parce que je l'adore, parce que c'est mon entraîneur, parce que c'est comme mon second père. Parce que je souffre d'une faille paternelle à la base, qui fait que mon père disait jamais je t'aime, me prenait pas dans ses bras, et donc lui perçoit aussi cette faille-là et prend cette place de père. Donc moi, je veux à tout prix lui faire plaisir, et donc travailler encore mieux à l'école. Donc déjà, ça aurait dû alerter qu'alors que j'ai 40 demi-journées par trimestre d'absence, je travaille encore mieux à l'école. Même si ça paraît paradoxal de se dire pourquoi on devrait s'inquiéter d'un élève qui travaille trop bien à l'école. Mais il n'empêche qu'on aurait dû percevoir déjà ça, plus mes absences, plus mon changement de comportement, d'apparence physique, à m'habiller exactement comme lui, puis cet isolement tout d'un coup, à ne plus parler aux autres, à être qu'avec lui, mais aussi finalement tous ces troubles du comportement que j'avais, qui étaient des troubles du sommeil, avec tout d'abord beaucoup de cauchemars et d'insomnie, puis après des troubles du comportement alimentaire, parce que finalement, pour moi, à ce moment-là, c'est la seule chose que je contrôle, c'est finalement ce que je mets dans mon corps, ce corps que de toute façon je hais. Donc c'est aussi une façon de le détruire. Et donc voilà, il y a tous ces petits signaux qu'on aurait pu percevoir, aussi la violence que tout d'un coup j'ai eue envers les autres et envers moi-même. Envers moi-même parce que je me hais d'être aussi lâche, parce que je me hais de ne pas savoir m'opposer. La violence envers les autres parce que je hais le monde des adultes de ne rien voir. Et parce que finalement, c'est aussi, encore une fois, le copier lui qui est très violent. Donc voilà, tout ça, c'est des choses qu'on aurait dû percevoir. Puis par la suite, on aurait dû aussi percevoir mes addictions au sport, parce que même si on peut avoir des addictions à la drogue, à l'alcool, au sexe, moi c'était au sport, et peut-être qu'on pourrait dire que c'est la moins nocive des addictions. Il n'en reste que c'était une addiction parce que ça ne m'empêchait de vivre. Parce que si je ne courais pas 2 heures par jour avant de commencer ma journée, je pouvais pas être sereine dans ma journée, parce que je pouvais pas manger au restaurant, parce que je savais pas combien de calories il allait avoir, parce que du coup j'allais plus chez les amis, parce que je ne contrôlais pas ce qu'il y avait dans mon assiette. Et finalement, voilà, c'est tout ça aussi qu'on doit percevoir comme signaux quand on est adulte. Toutes ces conduites d'évitement et cette hypervigilance aussi que j'ai eue, à tout le temps regarder partout où étaient les sorties, à éviter d'être seule avec des adultes, d'être seule avec lui, d'être seule avec un homme dans un ascenseur. Toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on aurait dû percevoir. Que tout d'un coup, je demande à passer par les escaliers et que je fasse 14 étages parce que je veux pas prendre l'ascenseur avec un adulte. Je faisais passer ça pour je fais un défi, j'arriverai avant vous, parce que j'avais toujours envie qu'on ne sache pas ce qui est en train de m'arriver. Il n'empêche que si toutes les personnes autour de moi avaient été sensibilisées, peut-être que certaines personnes auraient réagi, et puis peut-être aussi que certaines personnes ont vu, comme l'a dit tout à l'heure Diane, mais que finalement il y avait plus à perdre qu'à gagner en dénonçant ce qui était en train de se passer, parce que c'était un entraîneur qui soi-disant ramenait des titres, parce que c'était grâce à lui qu'on avait des subventions fédérales, départementales, municipales, parce que pour mes parents aussi, il y avait cet aveuglement de se dire eh ben, si jamais il l'entraîne plus, ça va pas nous arranger parce que il l'entraîne gratuitement, parce qu'il l'emmène dans les tournois, parce que nous, on n'est pas en capacité de pouvoir le faire. Évidemment, il savait pas que je vivais des violences sexuelles, mais il y avait quand même un aveuglement de se dire, il y a des choses qu'on perçoit qui ne sont pas normales, mais peut-être que c'est le prix à payer pour qu'elle puisse continuer à s'entraîner. Alors, Angélique vient d'aborder ce qu'on voit ou ce qu'on ne voit pas quand on est dans le cercle proche, Véronique, mais qu'est-ce qu'elle voit ou ne voit pas, les institutions ou les éducateurs ? Alors, il y a celles qui, effectivement, ne voient pas parce que ça ne les intéresse pas. Il y a celles qui voient mais ne veulent surtout pas en faire état. Alors, il y a, bien évidemment, Angélique a effleuré le sujet, mais de nombreux sujets tels que la peur de la réputation pour le club, l'absence de financement. Vous avez également la perte d'un entraîneur qui a fait la renommée du club. Les personnes qui veulent signaler se disent mais et si je fais erreur, est-ce que moi la justice me demandera pas des comptes? Et puis il y a aussi la peur des représailles puisque ça peut arriver. Mais tout ça en fait,
doit passer bien après ce qui doit rester central dans la tête du club et de l'institution, c'est-à-dire l'intérêt majeur de l'enfant. Et donc il faut faire fi de tous ces obstacles qui, en fait, n'en sont pas. On se crée ces obstacles, il faut impérativement signaler. Et puis, Diane en a parlé aussi. Moi, je dirais pas c'est qu'elles ne peuvent pas, c'est qu'elles ne savent pas. Alors, pourquoi ? Parce qu'elles n'ont pas été, ces institutions, pour la plupart, formées à la détection de ces signaux faibles. Et c'est en ça que c'est extrêmement important d'avoir des campagnes de sensibilisation, quel que soit le type de campagne, mais il faut impérativement qu'à l'heure actuelle, l'ensemble des professionnels et des bénévoles qui sont en contact avec des mineurs puissent être sensibilisés à la reconnaissance de ces signaux faibles. Ils ne peuvent pas les inventer. Donc il faut qu'ils aient une petite lumière rouge qui s'allume à partir du moment où ils identifient 1, 2, 3 signaux faibles, et de manière à pouvoir faire un signalement pour pouvoir reporter cette connaissance, ce repérage auprès d'autres institutions qui prendront le relais. Parce que ça, c'est prévu par le... Encore faut-il connaître les procédures de signalement, effectivement. C'est quoi? C'est l'article 40. Alors vous en avez, on le développera tout à l'heure, mais vous avez différents stades, et c'est en ça aussi que c'est très compliqué pour les professionnels de savoir comment faire un signalement. Mais vous avez quand même un atout qui est magique au ministère des Sports, c'est Signal Sport. Et ça, franchement, ça a été développé justement pour ne pas avoir à se demander quel type de signalement faire. Juste, Angélique, une petite question. En fait, votre entraîneur, il prend un pouvoir disproportionné dans votre éducation. C'est-à-dire que c'est lui qui intervient dans votre quotidien. Oui, vous dormez chez lui, On y reviendra sur la dernière partie avec la charte de bonne conduite, finalement la charte des encadrants, mais effectivement c'est finalement ne jamais laisser trop de pouvoir à quelqu'un, c'est toujours dangereux de laisser trop de pouvoir à quelqu'un, et à ce moment-là il était omnipotent, c'est-à-dire qu'il décidait de tout pour moi, et ça dépassait largement le cadre du tennis parce qu'il décidait quand est-ce que j'allais à l'école, quand est-ce que je n'y allais pas, il décidait quand est-ce que je dormais chez lui et quand est-ce que je dormais pas chez lui, c'est lui qui me ramenait, etc. Et en fait un entraîneur c'est pas un taxi, un entraîneur c'est pas un hôtelier, un entraîneur c'est pas un kiné, et donc c'est important aussi de savoir quelles sont les limites qu'on doit fixer au rôle de chacun. Parce que finalement, c'est en floutant toutes ces frontières que finalement les violences peuvent survenir, parce que tout nous paraît être normal, tout nous paraît être la norme. Et la norme, elle n'est pas posée par les enfants, c'est aux adultes de la poser. Et même si, enfant, j'étais mal à l'aise lorsqu'il commençait à y avoir justement ces premières actions que je trouvais moi anormales, comme aucun adulte autour ne réagissait et que ça semblait être la norme, et finalement, nous les enfants, on ne dit rien. Et donc c'est effectivement ce pouvoir disproportionné qu'il a sur moi à ce moment-là, mais qu'il a finalement sur l'ensemble du club, et c'est cette micro-société. À ce moment-là, personne ne le recadre quand il insulte les enfants, quand il leur lance des balles de toutes ses forces, parce que soi-disant ils l'ont pas bien écouté. Ces enfants qui pleurent à l'entraînement, à qui il rase la tête dans le clubhouse parce que lui est chauve et qui veut que tous les enfants de 14 ans soient chauves, comme un sentiment d'appartenance à ce club. À ce moment-là, c'est toutes ces petites choses qui font qu'il a un pouvoir évidemment sur moi, mais pas que sur moi. Et c'est d'autant plus difficile de sortir de cette emprise que je vois bien que je ne suis pas la seule à être aveugle. Alors on parle beaucoup de... et rarement de ce qu'elle provoque réellement dans le corps, dans la mémoire, dans la vie. Et juridiquement, on fait aussi peu la distinction entre des faits très différents. Alors essayons de comprendre les effets, mais aussi les mots qu'on met sur ces actes. Est-ce que c'est un crime? Est-ce que c'est un délit? Est-ce qu'il y a des circonstances aggravantes? La précision ici, quand même, sauve des vies, il faut le dire. Diane, expliquez-nous un peu la confusion des sentiments, la dissociation et toutes ces mots qu'on entend mais dont on ne connaît pas précisément les contours. La confusion des sentiments, c'est un texte de Ferenczi qui date de 1934, je crois. Il a décrit ce qui se passe chez l'enfant qui va être face à un adulte, qui va
confondre le registre de la tendresse et le registre de la sexualité. Et ça provoque chez l'enfant, ça peut aussi arriver chez les adultes, ce qu'on appelle l'identification à l'agresseur. C'est-à-dire que face à un conflit psychique qui est ravageur, puisque la personne, tu le disais tout à l'heure Angélique, la personne que tu aimes le plus, dans certains cas, c'est aussi la personne qui te maltraite. Et psychiquement, on n'est pas fait pour gérer ce genre de paradoxe. Donc l'identification à l'agresseur, c'est une stratégie de défense. Donc initialement, c'est censé faire du bien, mais ça va faire du mal à terme à l'enfant, puisque par le biais de l'identification à l'agresseur, l'enfant va s'identifier au désir de son agresseur, de manière à se conformer à ses attentes, et également de manière à mettre de côté, et c'est là où on parle de dissociation ou de clivage, à mettre de côté tout ce qui, dans la relation, je dirais, vient faire parasite. C'est comme si une partie du lien, la partie qui a été abîmée par les violences sexuelles, n'existait plus. En tout cas, elle est coupée du reste de la psyché. Le problème dans cette stratégie défensive, outre le fait que l'enfant se coupe en deux, et donc ça peut d'ailleurs convoquer ce qu'on appelle l'amnésie traumatique, le souci c'est qu'il s'identifie au désir de son agresseur, donc il va adhérer parfois à tout ce qu'il lui demande, il va se rendre complètement docile face à l'adulte, mais il va également s'identifier à la culpabilité de l'adulte. Et donc il va se sentir coupable, là où, évidemment, il est innocent. Donc ça va l'empêcher de parler. Ça, c'est la première chose. Et puis après, tu en as un petit peu parlé, Angélique, il y a les effets, je dirais, classiques d'un choc traumatique qu'on peut retrouver chez toute personne qui a vécu un événement traumatique. Donc il y a l'évitement. L'évitement d'un ou plusieurs éléments qui se réfèrent à la situation, qui vont rappeler à la personne la situation et donc convoquer un vécu d'angoisse qui est insupportable. Il y a ce qu'on appelle les flashbacks, les cauchemars, donc les reviviscences, puisque le trauma génère comme un bug dans l'appareil psychique et qui va répéter sans cesse le film. Le mauvais film pour essayer de le comprendre, et donc ça peut se traduire par des flashbacks la journée ou bien des cauchemars la nuit, et ou bien. Et enfin, dans le troisième signe du choc traumatique, il y a ce qu'on appelle l'hypervigilance, c'est-à-dire le fait de faire attention à tout en permanence, ce qui est particulièrement fatigant. Qu'est-ce que ça a entraîné chez vous, quoi? Ça a modifié mon quotidien parce que finalement, j'avais l'impression que c'était un passé qui passe pas et que c'était mon présent en permanence. Et donc, ça s'est matérialisé par le fait, par exemple, que je me suis mise à tout compter tout le temps. J'ai eu un toc de comptage parce que c'était pour moi le moyen d'être dans le présent et de ne pas penser à ce qui m'était arrivé, de me rassurer et en même temps de ne pas penser à ce qui allait arriver parce que je savais que ça allait se reproduire, parce que ça faisait partie de mon quotidien à ce moment-là. Et que finalement, la question pour moi n'était pas de savoir est-ce que ça va arriver, mais quand est-ce que ça va arriver. C'est pour ça qu'il y avait aussi cette hypervigilance. Et donc, ces tocs de comptage, c'est que je me suis mise à tout compter. Le nombre de pas qui séparent mon portail du portail de l'entrée du collège, 867. Le nombre de secondes qui coulent quand un robinet remplit une bouteille d'eau d'1,5 litre, 19. Le nombre de coups de raclette que je mets pour effacer la buée de ma vitre de douche. Enfin voilà. Et finalement, c'est terrible parce que au début, je l'ai fait pour justement ne pas y penser. Et après, à chaque fois que je le faisais, j'y pensais. Donc finalement, c'est le cercle vicieux qui fait que c'est tout le temps là. Et puis après, il y a eu tous ces autres signes dont j'ai pas parlé là, mais qui sont aussi des signaux visibles. Tout d'un coup, j'ai plus eu mes règles au moment où j'ai déposé plainte aussi. J'ai eu une période d'aménorrhée. Bien plus tard, je suis allée voir un psychiatre qui m'a potentiellement expliqué que ça pouvait être dû au fait que mon état psychique était retourné dans l'état dans lequel j'étais au moment des faits. Et au moment des faits, je n'avais pas mes règles. Et puis après, au moment où il y a eu la première confrontation, j'ai fait un zona. Et finalement, c'est plein d'aussi manifestations physiques que je ne maîtrisais pas. Et c'est mon corps, finalement, qui me rappelait aussi tout ce que j'avais vécu. Et puis, il y a tout ce qui est au quotidien. Et il faut réussir, finalement...
avec le temps de mettre de la distance entre les émotions et les faits, mais pendant 25 ans, quand j'ai vu du surimi, du café, quand j'ai entendu Barry White, que j'ai vu du parquet, que j'ai vu une golf, un chauve, toutes ces choses-là qui ont fait partie de mon quotidien de ces 2 années de violence avec lui, et ben à chaque fois que je les voyais, je me remettais dans la position de moi en train de me faire violer. Et souvent je dis cette phrase qui a tendance à choquer, mais qui finalement, je pense, exprime bien ce qu'on vit quand il y a toutes ces reviviscences, etc. C'est que au moment où je voyais du café, je contractais mes abdos parce que j'avais l'impression de recevoir du sperme sur mon ventre. Et finalement, c'était ça au quotidien. Et c'est pour ça que quand on dit oui, il faut passer à autre chose, ou oh, c'était il y a 15 ans, c'est pas si facile de passer à autre chose. Évidemment, c'est un travail qu'il faut faire pour essayer de mieux vivre, mais ça fait quand même partie. Aujourd'hui, quand je vois du café, du surimi, j'y pense. Mais aujourd'hui, je ne contracte plus les abdos. Vous voulez dire que vous y pensez toujours et que vous y penserez probablement toujours, en fait? Bah, je peux pas décider du futur, mais en tous les cas, le psychiatre, pendant l'expertise psychiatrique au cours de la procédure pénale, a dit que 30% de mon temps était pris par ce que j'avais vécu. Donc ça veut dire qu'il y a 8 heures par jour où tout ce que je vois ou je fais, ça me ramène à ce que j'ai vécu. Véronique, expliquez-nous la distinction entre... expliquez-nous les différentes formes de qualification juridique. Alors, en droit pénal français, vous avez ce qu'on appelle l'échelle des peines et la classification des infractions. C'est-à-dire que les infractions sont classées par gravité en 3 catégories. Les premières que tout le monde connaît, qui sont les contraventions, et au-dessus vous avez les délits, et l'infraction, enfin la catégorie d'infractions les plus graves sont les crimes. De cette classification découleront beaucoup de choses dans la procédure, que ce soit les peines encourues maximum, que ce soit les instances de jugement qui seront saisies et compétentes. Et donc c'est extrêmement important, quand on recueille la parole de la victime, de pouvoir savoir exactement matérialiser quel type d'infraction, puisqu'ensuite on pourra avoir tel ou tel pouvoir judiciaire pour œuvrer dans l'enquête. Dans le cas, par exemple, d'Angélique, c'était l'infraction la classification la plus importante, donc crime. Donc c'est une classification qui amène la juridiction de jugement soit à la cour criminelle, soit à la cour d'assises. Donc le mise en examen dans le dossier d'Angélique est passé devant, 2 fois d'ailleurs, devant une cour d'assises pour être jugé. Et puis l'échelle de peine n'est absolument pas la même. Pour les délits, ça peut aller jusqu'à 10 ans maximum. Quand on passe à la catégorie viol, ça part de 15 ans à perpétuité. Alors, c'est pas une perpétuité réelle. En France, on n'est pas enfermé à vie en prison. On a ce qu'on appelle la perpétuité assortie d'une mesure de sûreté qui est de maximum 30 ans. Donc, en gros, on ne fait généralement pas plus de 30 ans maximum d'incarcération. Alors, à cela, vous ajoutez les circonstances aggravantes. Et la minorité en est une. C'est-à-dire qu'on fait la distinction. Quand la victime a moins de 15 ans, ou plus de 15 ans. Alors, on fait cette distinction, elle est basée sur quoi? Elle est basée sur la majorité sexuelle. On considère qu'en dessous de 15 ans, l'enfant n'est absolument pas en état de donner un consentement qui est dit actif, éclairé, et que on considère qu'en dessous de 15 ans, même si l'enfant a dit oui, eh ben ça n'a aucune valeur. On considère que qu'il n'est pas du tout consentant. C'est un fait de départ. Ça. Alors non, le seuil de 15 ans, non. D'aggravation des peines, non. C'est pas, non. Ça a été modifié dans la nouvelle loi sur l'inceste. Mais là, comme on est dans le milieu du sport, ça n'a rien à voir. Mais cette catégorisation avec circonstances aggravantes de moins de 15 ans, mineurs de moins de 15 ans, ça a toujours existé. Et en l'espèce, normalement, un viol, c'est 15 ans de réclusion criminelle. Si la victime, comme c'était le cas pour Angélique, a moins de 15 ans au moment des faits, eh ben la peine passe à 20 ans de réclusion criminelle. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est que vous pouvez assortir de cette peine principale des peines complémentaires. Et l'une des peines complémentaires qui vous intéresse tout particulièrement, c'est le fait que la personne condamnée a interdiction d'avoir
tout type d'activité, que ce soit professionnel, que ce soit bénévole, en contact avec des mineurs. Donc un individu qui a été condamné et qui a vu sa condamnation assortie d'une peine complémentaire peut être temporairement interdit d'avoir une activité dans un club de sport. Elles peuvent être de 5 ans, 10 ans, 20 ans ou définitives. Et ça, c'est à charge du club de bien vérifier tous ces points. Merci Véronique pour ces petites précisions. On dit souvent il faut parler. Il faut parler. On a dû vous le dire, Angélique d'ailleurs. Pourquoi t'as pas parlé? Pourquoi t'as pas parlé avant? Mais parler à qui? Et puis surtout, qu'est-ce qui se passe après? Beaucoup de victimes racontent que parler, c'est parfois se heurter à un mur. Pourtant, il y a par exemple 377 personnes qui ont été mises en cause via Signal Sport dont vous parliez à l'instant, rien qu'en 2023. Alors, comment on peut améliorer ce parcours? Comment faire en sorte que la parole soit enfin entendue et prise en compte, Véronique? Alors déjà, premier point sur lequel je veux revenir, toute personne, quelle qu'elle soit, peut signaler. Il ne faut pas être dirigeant d'un club de sport, il ne faut pas être recteur d'académie ou chef d'établissement scolaire ou médecin au conseil de l'ordre. Non, toute personne, tout citoyen, à partir du moment où il a connaissance de violences perpétrées sur un mineur, doit signaler. Alors, dans le monde du sport, vous avez Signal Sport. C'est une plateforme qui est extrêmement performante et depuis 2024, l'Office mineur, donc le service central au sein duquel Diane et moi travaillons, est directement relié par convention à cette plateforme et nous avons l'intégralité des signalements qui arrivent sur la plateforme de manière à pouvoir orienter rapidement auprès de services d'enquête, de procureurs de la République, les déclarations qui sont faites, soit par des victimes, soit par des témoins, soit par des dirigeants sportifs. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, on se dit souvent, comment je signale quand on est hors Signal Sport, comment je signale, qu'est-ce que j'ai le droit de signaler, est-ce que cette situation vaut de faire un signalement. Donc vous avez très schématiquement, je vais faire assez rapide, 3 stades de possibilité de signalement. Si vous estimez que le mineur qui est dans votre entourage vit une situation de danger, quelle que soit cette situation, mais que vous n'avez aucune constatation matérielle de ce qu'il peut subir, vous allez faire ce qu'on appelle une information préoccupante. C'est-à-dire que vous êtes préoccupé de la situation que vit cet enfant. Vous n'avez pas les éléments matériels, vous n'avez pas de preuves, tout ça, mais vous avez ce sentiment, ce malaise que l'enfant vit une situation qui n'est anormale pour un enfant. Et donc, vous allez envoyer un écrit de ce que vous avez pu constater, du sentiment que vous avez, en mettant évidemment qui est cet enfant, dans quel cadre vous avez eu connaissance de ces difficultés et à quel titre vous agissez. Et vous envoyez ça dans chaque département, vous en avez une, c'est la cellule de recueil des informations préoccupantes. Ça appartient au département, c'est au sein du Conseil général. N'hésitez pas, vous envoyez ces signalements, à charge pour cette cellule de les traiter. Deuxième strate, si vous constatez un danger grave et imminent pour l'enfant. Par exemple, l'enfant vient vous voir en vous disant « à la maison ça se passe très mal, mon père me frappe », mais que vous n'avez pas constaté des bleus, des hématomes, etc. sur le corps de l'enfant, l'enfant a quand même parlé, vous ne pouvez pas rester sans rien faire, il vous faut déclarer. Là, c'est le stade au-dessus, puisque vous savez que l'enfant va rentrer chez lui, le jour même, donc il faut quand même que quelque chose s'enclenche. Et là, vous allez faire un signalement, mais directement au procureur de la République de votre tribunal, pour dire, voilà, moi, monsieur ou madame un tel, j'ai accueilli la parole du mineur qui m'a dit mon père me frappe. Vous faites texto une retranscription de ce que le mineur vous a dit. Vous n'interprétez pas, vous ne minimisez pas, vous ne mettez pas des détails que vous n'avez pas eus. C'est exactement ce que l'enfant vous a dit, ni plus ni moins. Dans ce document, vous envoyez au procureur de la République. En copie, toujours la cellule de recueil
des informations préoccupantes, parce que si ça se trouve, cette famille est déjà connue de cette cellule, donc ils vont pouvoir raccrocher les wagons. Et le procureur, immédiatement, saisira un service d'enquête. Et enfin, dernier stade, le stade ultime, si vous savez que la vie de l'enfant est en danger, là, vous ne vous posez même pas la question, vous faites le 17, et les services de police ou de gendarmerie interviendront immédiatement. Donc voilà les 3 stades de signalement. Ne pas hésiter. Souvent, les gens nous disent « J'ai peur que si l'enquête ne va pas au bout et que la personne n'est pas condamnée, elle se retourne contre moi. » C'est faux. Il y a moins de 5% de dossiers comme ça où la personne qui a été visée au départ se retourne sur la personne qui a fait le signalement et on s'aperçoit très rapidement qu'en fait, il y a déjà un conflit préexistant. Donc, ça n'a absolument rien à voir. On ne vous reprochera jamais d'avoir signalé des faits de violence, quelle qu'elle soit, sur un enfant. Par contre, on pourra peut-être venir vous reprocher et vous devrez vivre avec toute votre vie si jamais vous n'avez pas signalé et qu'il est arrivé quelque chose à l'enfant. Diane, sur cette difficulté de dire, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, justement ? Je peux dire que globalement, enfin généralement, il ne faut pas s'attendre à ce qu'un enfant parle. Un adolescent, oui, il a déjà un peu plus la possibilité de le faire, mais comme Véronique l'a indiqué tout à l'heure, on considère qu'en deçà de 15 ans, les mineurs n'ont pas la capacité à donner leur consentement. Et donc, de la même manière, un enfant qui n'a pas encore accédé à la puberté ne va pas être en capacité de se représenter ce que c'est que la sexualité adulte, et donc il ne va pas être en capacité de le nommer s'il ne sait pas ce que c'est. Et puis, bon, au-delà de ça, il y a ce système dont on a parlé, puisque je pense qu'il s'agit d'un système autour du lien d'emprise qui permet qu'il subsiste dès lors qu'il repose sur l'interdit de dire quand il y a de la souffrance. Je crois, pour terminer, qu'il faut distinguer 2 phases. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, Angélique. Dans la révélation, puisque révéler, ça demande donc d'être en capacité de nommer les choses, mais ça demande aussi d'être en capacité de s'adresser à un tiers de confiance. Et c'est là où le bât blesse, puisque le mineur qui se fait agresser, a priori, n'a pas pu se tourner vers un tiers. Il a tenté et le tiers n'a pas réagi, ou bien il a tenté via ses symptômes, via son corps, d'adresser un message aux adultes, supposés protecteurs, qui n'ont pas été en capacité d'interpréter les choses. Donc pour cette première phase de révélation, j'ai l'habitude de dire qu'il faut devancer, à mon avis, la parole, alors plutôt pour les petits. Et s'il ne s'agit pas de devancer, donc de nommer, il s'agit d'inviter l'adolescent ou l'enfant qui nous semble être en souffrance. Puisque quand on invite le mineur à parler, on lui fait comprendre qu'on est en capacité d'accueillir ce qu'il a à dire. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de tiers vers lesquels se tourner, il me semble, dans ces cas-là, puisqu'il y a malheureusement beaucoup d'adultes qui ne parviennent pas déjà à interpréter les signaux faibles, mais également qui sont peut-être aussi sous le coup d'un déni et qui ne leur permet pas de percevoir ce qui se passe pour l'enfant. Et enfin, une fois que ça a été révélé, il faut dénoncer. Mais dénoncer, c'est dénoncer le système. Je crois que là, il faut nécessairement se tourner vers un autre système. Donc c'est les réseaux sociaux, pour pas mal de jeunes, mais ça peut être aussi le système judiciaire. Merci Diane. Alors, vous, Angélique, à qui vous avez parlé ?
Alors peut-être juste avant, parce que justement on a parlé de dénoncer des gens qui peuvent avoir peur de se dire que ça va se retourner contre eux. Je crois qu'aujourd'hui il faut qu'on arrive à faire passer à l'ensemble de la société le fait qu'on ne dénonce pas quelqu'un, on signale des faits pour protéger une potentielle victime. Et c'est complètement différent. Et aujourd'hui en France on a encore inconsciemment ce passé collectif de la dénonciation qui fait qu'on a beaucoup de mal. Et aujourd'hui je crois que ce qu'il faut se dire c'est qu'il faut dans le doute, il n'y a pas de doute. Je me dis qu'à partir du moment, c'est Maurice Merleau-Ponty, un philosophe, qui le disait, qu'à partir du moment où on perçoit quelque chose, c'est que généralement, avant, il y a eu plein de petits signes que inconsciemment, on n'a pas encore perçus. Et donc, si on en est au stade de se poser des questions, de se dire, il y a peut-être quelque chose, c'est pas normal, j'ai un doute, je crois que c'est que déjà, il y a plein de choses qui ont été visibles et qu'avant ça, on n'avait pas perçu. Donc, c'est notre responsabilité collective d'être là pour protéger l'enfance. On mesure la santé d'une société à la capacité qu'ils ont à protéger leur enfance. Et je crois qu'aujourd'hui, on a beaucoup de questions à se poser quand on voit comment on s'occupe des enfants en France et plus largement dans le monde. Donc, la première chose, c'était ça. Ensuite, vers qui je me suis tournée? Et ben justement, comme le disait Diane, par peur qu'on ne me croie pas ou autre, petite, j'en ai pas parlé. J'en ai pas parlé pour la première raison, c'est parce que mon père disait cette phrase: si un jour quelqu'un te fait du mal, j'attendrai pas que justice soit faite. Je lui mettrai une balle entre les deux yeux, quitte à prendre 20 ans de tôle. C'est une phrase qui m'a tellement marquée, et ça aussi c'est extrêmement important de faire passer ce message. Souvent les parents ont énormément de violence quand ils énoncent ce genre de choses en disant: si quelqu'un te touche un seul de tes cheveux, je lui arracherai les yeux, je le mettrai dans un trou, peu importe, mais il y a toujours beaucoup de violence dans ce que disent les parents. Et finalement, ça a l'effet inverse sur l'enfant, parce que l'enfant, ce qu'il veut, c'est protéger sa famille. S'il pense que ça va leur nuire, alors il gardera le silence. Donc la première des raisons de mon silence, c'était celle-ci. Mais aussi parce que j'avais peur que autour, personne ne fasse rien, puisque les gens voyaient et ne faisaient rien. Donc le jour où j'ai eu 27 ans, où j'ai fini de fuir mon passé pour essayer de me projeter dans un futur que peut-être j'allais avoir la chance d'avoir, puisque je m'en étais sortie, entre guillemets, je me suis retrouvée à 27 ans professeure de PS, à être devant des élèves de 12 ans au quotidien. Et je me suis dit, 12 ans, c'est tellement petit. 12 ans, c'est tellement malléable. Quel genre d'adulte je vais être si je suis pas capable de parler pour les protéger eux? Et parallèlement, il y a une de mes co-victimes à ce moment-là qui me contacte parce qu'elle, elle a peur qu'il y ait prescription pour elle, parce qu'elle allait avoir 28 ans, qu'elle pensait que 10 ans après sa majorité, il allait avoir prescription pour les faits que potentiellement elle pouvait dénoncer. Et donc, la première personne qui m'a entendue, elle est ici aujourd'hui, c'est Véronique Béchu, à la brigade des mineurs, et c'est extrêmement important parce que, pour plein de raisons. Déjà, j'ai pas choisi d'aller parler à mon club, à ma fédération. J'ai choisi d'aller voir la voie pénale. Ça, c'est une première chose, parce que par le passé, d'autres victimes ont pu, elles, se tourner vers d'autres systèmes de recueil de parole, entre guillemets, et ça n'a pas du tout eu la même efficacité. Et aujourd'hui, c'est des personnes pour qui soit il y a prescription, soit qui en veuillent énormément finalement à cette société qui n'a pas réagi. Donc, en faisant le choix d'aller voir la police, c'était aussi savoir que ma parole allait être bien entendue. Et parce que ça a été pris à la brigade des mineurs par Véronique Béchu, qui est une spécialiste incroyable, et au-delà de ça, une humaine aussi incroyable, parce que je crois que c'est très important qu'il y ait les deux par rapport à la suite de l'histoire. C'est que j'ai la chance, l'infime chance, de faire partie des 3%. 3% seulement des enfants victimes de violences de leurs agresseurs condamnés. Et aujourd'hui, finalement, aussi, notre prise de parole, elle est aussi pour ça, pour que ces chiffres changent, parce que les enfants, on les a pas écoutés, on les a pas crus, on les a pas protégés. Finalement, c'est 3 verbes qu'aujourd'hui, il faut qu'on passe en action. Donc, j'ai eu beaucoup de chance de déposer plainte avec Véronique Béchu, qui derrière a fait une enquête incroyable, qui a fait 350 auditions, qui l'a mis sous écoute. On s'est rendu compte qu'il y avait aussi une autre victime à ce moment-là, et aussi ça a certainement joué en notre faveur, entre guillemets, qui est une flagrance. Et quelque part, c'est terrible, parce qu'à ce moment-là, je suis extrêmement soulagée de me dire qu'on va me croire et qu'on va me dire que je suis pas folle, ou 2, que je ne mens pas parce qu'il y a une victime à ce moment-là, mais 2, avec la culpabilité de me dire comment tu peux te satisfaire qu'il y ait une victime actuellement. Et cette victime, elle existe parce que t'as pas parlé 1 an plus tôt. Donc il faut aussi sans arrêt vivre avec cette culpabilité. Et puis ensuite, on a eu la chance d'avoir un parcours judiciaire exemplaire, avec une instruction, avec une cour d'assises, avec une condamnation, avec un 2e procès en cour d'assises, avec une condamnation de 18 ans. Et ça a été tout à l'heure bien expliqué par Véronique. 18 ans, c'est une peine énorme pour la France. Il risquait 20 ans. Il a eu quasiment la peine maximale, assortie de plein d'autres peines connexes, comme elle l'a expliqué, dont l'interdiction d'être en contact avec des mineurs. Il est sorti, là? Il n'est pas sorti encore.
il sortira certainement dans 5-6 ans, parce qu'il fera pas 18 ans de prison, parce qu'il y aura des remises de peine, et parce que si c'est l'objectif aussi de l'incarcération, d'être capable après de remettre les personnes dans une situation où ils vont être capables de se réadapter à la société. Donc souvent on ne me comprend pas quand je dis ça, mais voilà, pour moi c'est aussi important qu'ils puissent sortir et qu'ils puissent se réinsérer. Mais c'est pour ça que c'est extrêmement important aussi que nous, société, on soit en capacité de pouvoir prévenir pour que ça n'arrive plus. Et c'est pour ça qu'elle a tout à l'heure parlé de ce que doivent faire justement les clubs lorsqu'il y a ces interdictions. Il y a 2 choses. C'est vérifier les cartes professionnelles lorsque ce sont des encadrants professionnels. Ça vérifie 2 choses. 1, qu'on a bien le diplôme qu'on dit avoir. Ce qui n'était pas son cas. Ce qui n'était pas son cas en plus. Et 2, qu'on n'a pas un fichier. Alors là, fichier, je laisserai après Véronique réexpliquer. Mais le fait qu'en tous les cas, ils sont en incapacité d'être en contact avec des mineurs. Et ensuite, il y a le contrôle d'honorabilité parce qu'on s'est bien rendu compte que dans beaucoup de sports, ça ne suffisait pas parce que dans beaucoup de sports, les encadrants sont pas des professionnels, ce sont des bénévoles. Et donc, il fallait étendre ces contrôles d'honorabilité à l'ensemble des bénévoles et des dirigeants des clubs. Et je sais que c'est fastidieux pour les présidents de clubs, mais c'est absolument indispensable si on veut avoir un garde-fou supplémentaire pour protéger l'enfance, c'est de vérifier justement pour tous nos bénévoles, parce que 30%, et je m'appuierai aussi sur vous, mais les chiffres j'aime bien, donc 30% des pédocriminels qui ont été condamnés récidivent, ça veut dire que certainement le chiffre noir est bien supérieur. Donc si déjà on est capable au moins de protéger ceux qui auraient pu être protégés, avant même de faire de la prévention et de repérer, c'est déjà que ces personnes-là ne soient plus en contact avec des mineurs. Véronique, pour rebondir sur ce que vient de dire Angélique, comment on fait pour que le sport reste un espace de confiance, pas de domination? Comment on fait pour empêcher que tout ça, ce qu'a vécu Angélique, se reproduise? Effectivement, il y a des contrôles qui sont d'accès pour les dirigeants de clubs. Alors, pour rebondir sur ce que disait Angélique sur le contrôle d'honorabilité, moi, je préconise de ne pas le faire qu'au moment où vous engagez quelqu'un, que ce soit un salarié ou un bénévole, mais de le demander régulièrement. Parce que, et ça c'est d'expérience, dans un dossier, on a eu un individu qui a commis des violences sexuelles en série tout au long de son parcours, et dernièrement, bien évidemment, il avait été contrôlé, pas encore condamné, contrôlé par un club quand il a été embauché, contrôle d'honorabilité, bien évidemment, l'attestation est parfaite, sauf qu'entre-temps, il est condamné, il le dit à personne, et que il reste au sein de ce club puisque la première attestation était bonne. Or, si le club avait, alors encore une fois, on sait que c'est très contraignant, mais avait de nouveau vérifié je sais pas, une temporalité de peut-être tous les 2 ans, 2-3 ans, cette attestation d'honorabilité, se serait rendu compte que, en fait, il n'avait plus l'autorisation d'être dans ce club de sport puisqu'il avait été condamné avec une condamnation complémentaire d'interdiction d'être en contact avec des mineurs. Donc c'est cette première chose. Ensuite, je pense qu'il faut impérativement, tous les ans, alors ça peut être extrêmement convivial aussi au sein d'un club, faire intervenir une personne, un sachant, qui explique un petit peu les tenants, les aboutissants des violences sexuelles, ce qu'on risque, comment on peut signaler quand on est auteur, parce que de la prévention, en fait, c'est pas uniquement sur la tête de la victime, parce qu'on a plutôt tendance à se dire on va responsabiliser la victime en disant voilà, tu dois signaler si t'arrive quelque chose, etc. On vient de le voir avec l'emprise, souvent ils ne peuvent pas. Donc la sensibilisation et la prévention, c'est aussi d'expliquer au personnel en face de nous, s'ils ont des velléités de devenir auteurs de violences sexuelles sur des mineurs, de leur dire ce qu'ils risquent. C'est aussi un bon moyen, la prévention contre les auteurs. Angélique, une sensibilisation dès l'école?
Oui, alors déjà, il y a pas mal de, je voulais rebondir sur pas mal de choses. Effectivement, sur la formation, alors la formation initiale et la formation continue. Sur la formation initiale, plein de choses ont été mises en place. Aujourd'hui, les modules sont obligatoires dans toutes les formations de DE, donc les diplômes d'État, et dans les BPGEPS, les brevets professionnels d'éducateurs sportifs. Mais je trouvais qu'il y avait un trou dans la raquette, sans vouloir faire de jeu de mots parce que je viens du tennis, mais sur la formation continue, parce que rien n'était obligatoire pour les personnes qui sont déjà en poste. Et si on est bien meilleur aujourd'hui dans ce que j'appelle le flux entrant, les nouveaux entraîneurs, il y avait un problème avec tous les entraîneurs qui étaient déjà en poste, gérer le stock. Et donc, j'ai fait partie d'une mission interministérielle sur les violences sexuelles et sexistes sous relation d'autorité et de pouvoir. Et dans les préconisations, celles concernant le sport, j'ai demandé à ce que on mette en place un renouvellement de la carte professionnelle qui est obligatoire, on en a parlé juste avant, lorsqu'on a fait une formation sur les violences sur mineurs. C'est en train de porter ses fruits puisqu'il y a un premier décret qui vient d'être déposé, c'est que tous les emplois qui sont financés par l'ANS, l'Agence nationale du sport, aujourd'hui, ils ont obligation de faire une formation sur les violences sexuelles et sur les violences au sens large sur mineurs. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, à l'école, évidemment, parce que l'école, c'est le premier lieu d'éducation après la famille et que dans toutes les familles, on n'a pas accès à cette sensibilisation et cette formation sur, comme l'a dit Véronique, le consentement, les parties intimes, ce qu'on a le droit et pas le droit de faire, quels sont les devoirs des adultes et quels sont les droits des enfants. Ce n'est pas parce que ce sont des petites personnes qu'ils ont des mini-droits. C'est pas parce que c'est des personnes qui ne produisent pas et qui ne votent pas qu'ils n'ont pas des droits. Et donc voilà, c'est aussi leur redonner leur place. Ça fait écho à tout à l'heure quand on disait repérer. Pendant toute ma carrière de professeur de PS, mes collègues m'ont toujours dit « mais c'est quand même bizarre, c'est toujours à toi que les élèves viennent dire qu'ils sont victimes de violences ». Et moi, je crois qu'il y a deux choses dans cette phrase. La première, c'était que certainement j'étais plus en capacité de percevoir ces signaux d'alerte qu'eux. Et deux, que j'étais sans arrêt en train de leur répéter qu'on n'avait pas le droit de les forcer, qu'on était là pour leur proposer, que c'était à eux de décider, qu'ils devaient donner leur consentement, que c'est pas parce qu'ils avaient dit oui une fois qu'ils devaient dire oui 3 fois, que c'est pas parce que je leur demandais de faire 10 fois 100 mètres à 100% de VMA qu'ils étaient obligés de le faire. Et donc c'est tout ce travail de passer de la motivation extrinsèque à la motivation intrinsèque. Toutes les personnes, et encore plus les enfants, fonctionnent avec une motivation extrinsèque, vouloir faire plaisir à. Et finalement, c'est toute cette éducation qui est de transformer ça pour que ils se disent « j'ai envie de le faire pour moi ». C'est un projet personnel et c'est moi qui ai envie d'aller au-delà. C'est moi qui ai envie de dépasser les propres limites. Et finalement, c'est pas à nous de leur imposer. Et puis ça me fait aussi penser à ce culte qu'on a dans le milieu du sport, à toujours vouloir utiliser ce corps-outil qui est un outil qu'on doit performer, un outil qu'on doit transformer et façonner, mais pour autant, c'est pas un outil qui doit être outil de punition physique. Et j'utilise souvent le milieu de l'école pour faire des parallèles, parce que moi je suis autant, sinon plus, du milieu de l'école que du milieu du sport. Et quand je demande aux jeunes dans les sensibilisations, est-ce que tu trouves ça normal qu'on te fasse faire 30 pompes à la fin de l'entraînement si tu t'es mal entraîné, et qu'ils me disent bah oui c'est comme ça, j'ai peut-être pas fait assez d'efforts, je leur dis souvent, et si ta prof de français, parce que t'as fait 3 fautes dans ta dictée, te fait faire 30 pompes devant tout le monde à la fin du cours de français, est-ce que tu trouverais ça normal? Et tout le temps me dit mais jamais j'irai déposer plainte. Et c'est fou comme quoi on a intégré que dans le milieu du sport, la punition pouvait passer par des sévices physiques qui sont les prémices à potentiellement d'autres violences qui sont des violences sexuelles, parce que finalement, on nous punit et on accepte et finalement on voit plus les limites. Donc c'est exactement la même chose. Je dis souvent, vous faire courir derrière la voiture de votre entraîneur pendant 10 km parce que vous avez perdu un match, non. Vous faire faire un 10 fois 1000 mètres parce que vous travaillez la VMA, oui. Vous faire 30 pompes parce que vous êtes en train de travailler en préparation physique, l'explosivité du haut du corps, d'accord, si vous êtes aussi consentant à le faire, mais vous faire 30 pompes devant tout le monde à la fin de l'entraînement, non. Et ça doit finalement nous repositionner tous sur ce rapport qu'on a à la performance. Quand je vois en ce moment beaucoup d'extraits du documentaire L'Or, qui passe à la télé, sur Laure Manodou et sur Philippe Lucas, et à quel point cet entraîneur a été encensé par la société en général et par le milieu du sport en particulier, alors qu'il humilie et qu'il insulte en permanence ces sportifs, ça nous pose question et ça doit tous nous poser des questions. Est-ce que humilier quelqu'un l'a rendu plus performant? Il est certain que non. Se faire humilier ne rend pas plus performant. C'est pas la no pain no gain. Il y a que les sportifs de haut niveau qui doivent avoir un mental. On peut très bien être exigeant tout en étant bienveillant.
Je crois que ça fait de belles conclusions. Merci beaucoup. Vous prenez donc la parole si vous voulez conclure. Je voudrais conclure en vous remerciant tous d'être présents, mais aussi en remerciant le Parlement européen qui nous a donné cette chance d'avoir une salle prestigieuse pour écouter Angélique Cauchy et tous les intervenants. J'aimerais remercier donc François Gavriel qui est présent avec nous, qui est le secrétaire général du Parlement européen à Strasbourg. Mais si on vous a réunis tous aujourd'hui, ou si on vous a invité à venir écouter, c'est aussi parce que l'année dernière, on était au Conseil de l'Europe avec des entraîneurs, des encadrants du tennis. Et on a considéré que ce fléau ne touchait pas que le tennis, bien sûr, et tous les sports. Donc, on s'est tourné vers la région Grand Est, qui soutient tout le sport et tous les sports dans la région, pour leur demander de nous accompagner en vous invitant. Et et j'aimerais donc les remercier d'avoir participé. Merci Irène Weiss, qui est conseillère régionale. Merci Christine Borasoli, de nous avoir écoutés, d'avoir fait passer les messages. Et merci à vous tous. Si vous le voulez maintenant, on a quelques minutes pour des questions-réponses. Si vous avez des questions, elles ont sans doute des réponses. Nos voix puissantes. Donc Monsieur ? Ça fonctionne? Très bien. D'abord, merci à toi, Denis, parce qu'en fait, tu es toujours à la pointe. En fait, c'est pas les IS, c'est pas seulement un échange de balles de tennis sur un court et un peu de sport. Tu as transformé cet événement en bien plus que ça. Avec le RSE, tu es sans doute le meilleur ambassadeur et la meilleure définition de ce qu'est le RSE. Pour en revenir au cas qui nous occupe aujourd'hui, Isabelle Mongeau, Régis de Camaret, Madame Cauchy, Andrew Guedes, A, B, J, P, D. Je prononce ces initiales parce que, ces 3 points communs, ils ont fait l'objet d'une médiatisation, de condamnation, mais la dernière condamnation concernée est en appel, donc c'est pour ça que j'ai donné que les initiales. Tous les 3, c'est 18 ans de prison, 10 ans de prison, et en première instance, 10 ans de prison. Et ils ont tous ces 3 points communs. Début des faits, condamnation, pratiquement 15 ans. Vous nous parliez des signalements, vous nous parliez des choses comme ça, mais entre la plainte et le moment où les gens sont condamnés, qu'est-ce qu'on fait? Parce que tant qu'on n'est pas condamné, on est présumé innocent. On a pu repérer sur l'INA, en fait, dans le premier cas concerné, un super reportage dans un club du Sud-Ouest où tous les membres expliquaient que c'était un type formidable, que c'était impossible que ce génie puisse avoir commis les faits qui lui sont reprochés. Dans le dernier cas, c'est pareil, 10 ans de présidence de ligue, vice-présidence de la Fédération française de tennis, après la plainte qui était connue, puisqu'elle a quand même plus de 7 ans, rien ne s'est passé. D'ailleurs, peut-être que vous présentez effectivement Madame la commandante de police, qu'est-ce qu'on fait pendant toute la période entre le moment où soit il y a plainte, soit il y a révélation des faits, et la condamnation? Alors, Véronique Bichu, puis Angélique Cauchy. Véronique ? Oui. Alors effectivement, il faut mettre en place le principe de précaution. À partir du moment où il y a des révélations de faits, l'individu ne doit plus être en contact avec des mineurs. Il faut savoir que les pédocriminels qui ont le parcours le plus long de leur carrière, c'est des individus qui ont su s'allier l'ensemble de leur écosystème, que ce soit les enfants, mais les parents, leurs collègues et les dirigeants. Et c'est normal que la première réflexion qui vienne dans la bouche des gens qui le côtoient tous les jours, c'est impossible de la part de cet homme-là. Mais, encore une fois, l'intérêt premier de l'enfant. Donc, principe de précaution, cet individu est écarté. Mais l'enquête, même si elle est longue, eh ben, faut faire avec. Et cet individu trouvera autre chose à faire. Mais ce que dit monsieur, c'est que ça n'a pas été le cas. Non, je sais. C'est pour ça que c'est ce que je dis. C'est ce qu'il faut mettre en place impérativement. Angélique. Et là, c'est la charge du club et de la ligue et de la fédération, je pense. Ouais. Alors, il y a plusieurs choses dans ce que tu viens de dire. La première, tu as cité 3 affaires. Il y a 140 affaires en cours à la FFT en ce moment.
Donc c'est malheureusement très peu ce qui est médiatisé, et il y en a des milliers dans le sport en général. Donc c'est quelque chose qui touche tout le monde. Il faut savoir, et je vais rappeler quelques chiffres parce qu'on n'en a pas donné beaucoup, un enfant sur 7 est victime de violences dans le sport avant sa majorité, donc 83% d'entre eux des violences sexuelles. C'est un sportif de haut niveau sur 3. Donc même si statistiquement aujourd'hui, la place qui était la mienne au sein de cette conférence, c'était d'être davantage là en tant que témoignage, il n'empêche que très certainement que je ne suis pas la seule victime dans la salle et que c'est un sujet qui nous concerne tous de près ou de loin parce que c'est un fléau sociétal. Pour répondre à la question, il y a 3 procédures de signalement et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, on devait le faire et on a sauté un petit bout de partie. Elle a très bien expliqué, Véronique, la procédure pénale. Il y a 2 autres procédures et elle en a un petit peu parlé lorsqu'elle a parlé de la plateforme Signal Sport, qui est la procédure administrative. Et aujourd'hui, il faut absolument que l'ensemble du monde du sport se saisisse de cette procédure parce qu'elle n'a pas les mêmes objectifs. Elles sont toutes indépendantes et c'est pas parce qu'on a saisi la police que forcément il va y avoir une enquête administrative et qu'il va y avoir une protection aussi par la fédération dans une enquête. Donc là, la première des choses, c'est cette fameuse protection administrative, c'est qu'à partir du moment où on signale sur Signal Sport, qui est donc une plateforme qui a été créée par le ministère des Sports au moment de Roxana Maracineanu en 2020, elle va redescendre ça au niveau du service départemental où se sont passés les faits. Il va y avoir une enquête administrative. En 1 semaine, le préfet peut mettre une suspension, c'est-à-dire qu'en 1 semaine, il peut y avoir une interdiction d'exercer pour la personne mise en cause. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de présomption d'innocence, ça veut dire qu'il y a le principe de précaution qui est mis en place. Et ça, c'est quelque chose nous, dans un état de droit, on doit fondamentalement croire en cette présomption d'innocence. Il n'empêche que on n'est pas juriste, on n'est pas magistrat. C'est pas à nous de nous préoccuper. Nous, on doit justement essayer de protéger le citoyen en attendant. Et en attendant, il y a cette fameuse procédure. Donc, je vous invite tous, si vous avez connaissance de fait, de signaler sur Signal Sport pour qu'il puisse y avoir une interdiction. À titre d'exemple, on fait un signalement sur Signal Sport plusieurs fois par semaine au sein de l'association Rebond. On en a fait une il y a 3 semaines pour le tennis, pour un club à Cherbourg. Ça faisait 3 ans qu'il y avait une procédure qui était en cours et l'entraîneur était toujours en poste, alors que le président de club avait été entendu par la police. Ce qui veut bien dire que le président du club, qui pourtant depuis l'année dernière et la loi Abitbol a obligation de signaler sur Signal Sport, ne l'avait pas fait, ce qui fait qu'il avait juste dit « pour moi il y a présomption d'innocence, pendant la procédure, je ne fais rien, il reste en poste ». Et c'est une faute grave, et pour ça il peut être pénalement responsable, parce qu'il aurait dû saisir la plateforme Signal Sport pour qu'il y ait une enquête administrative réalisée par le service départemental et qu'il y ait une interdiction de mise en place radicale. En 1 semaine, il peut y avoir une interdiction. Et la 3e, c'est la procédure fédérale, qui est aussi extrêmement importante parce qu'il ne faut pas non plus déresponsabiliser les fédérations. Et elles aussi, elles ont quelque chose à faire. Elles ont des commissions disciplinaires et elles peuvent faire des radiations à vie de la licence. C'est-à-dire que la personne ne pourra plus jamais être dans ce milieu-là. C'est important de faire par la suite les contrôles d'honorabilité parce qu'on sait qu'il y a une mobilité énorme dans le milieu du sport et dans les autres milieux. À partir du moment où on a envie d'être en contact avec des mineurs, on choisit l'école, le sport, la musique, les centres aérés, tous les endroits où on va pouvoir être en contact avec des mineurs. Et donc c'est pas parce que nous, Fédération française de tennis par exemple, on a radié à vie quelqu'un qui peut pas aller dans le club de foot du même village pour exactement faire la même chose. C'est pour ça que ça aussi fait un pont sur le contrôle d'honorabilité qu'il faut absolument faire. Donc voilà, il faut faire ces 3 signalements, ces 3 procédures qui n'ont pas du tout les mêmes objectifs et qui sont indépendantes. Je sais que c'est fastidieux, mais si on veut réellement à la fois protéger la société et à la fois que l'agresseur paye pour ce qu'il a fait, il faut pouvoir signaler dans les 3 différentes procédures qu'on vient de vous expliquer. Est-ce qu'il y a d'autres questions, monsieur ? Donc moi, je représente le CRTA Grand Est, c'est-à-dire le tir à l'arc, et nous venons de mettre en place une commission de discipline qui est effectif aujourd'hui. Voilà. Bravo. On a déjà commencé. Bravo, et du coup ça me fait rebondir sur une autre chose. Je l'ai signalé à la ministre des Sports lorsque je lui ai remis le rapport. Je lui ai dit que j'étais favorable à ce qu'il y ait une commission disciplinaire qui soit réellement indépendante dans chaque fédération. Je m'entends par là que c'est très difficile de sanctionner des membres de sa famille et que dans le monde du sport, chaque fédération se considère comme étant une famille et que c'est très difficile parce que finalement on ne juge pas des faits mais on juge des personnes. Et donc je lui ai dit que je lui soumettais comme idée de faire une liste au CNOSF, donc le Comité national olympique du sport français. Les élections ont lieu le mois prochain,
qu'il y ait une liste de personnes référentes, des personnes qualifiées sur ces sujets de violence, et que nous, on puisse être appelés dans d'autres fédérations. Que moi, par exemple, qui suis sur ces sujets des violences, je ne fasse pas partie de cette commission disciplinaire dans le tennis, parce que potentiellement je connais à la fois les agressés et les agresseurs, mais que je sois, par exemple, au tir à l'arc, en haltérophilie, en taekwondo, parce que j'y connais personne. Et que finalement, on soit comme ça, plus impartial, et que ça soit des peines qui soient aussi plus adéquates et qui soient aussi plus normées, parce qu'il y a aussi énormément de différences entre les fédérations, et aujourd'hui, il faut qu'on travaille sur ça aussi, qu'il y ait un consensus et une harmonisation dans les sanctions. Et par exemple, nous avons mis en place, automatiquement, quand elle a été faite, donc un contrôle d'honorabilité de tous les entraîneurs, tous les ans. Ouais, bravo. Voilà. Bravo. Monsieur ? Oui, bonjour, je suis aussi responsable d'un club de tennis. Le titre de la conférence de cet après-midi était sur le thème des violences psychologiques et sexuelles. Je pense que par votre témoignage, dont je vous remercie, on adresse une forme de gravité qui rend les gens beaucoup plus sensibles, et j'aimerais juste le réduire sur les violences psychologiques seules. Quelle est l'attitude que nous devons adopter, nous, dans le... est-ce que la façon de reporter est exactement la même, sans qu'elle ne transpire dans des aggravations dans le délit ou dans le crime? Je pense que la sensibilisation vient déjà par le départ, le tout départ, les signes mineurs dont vous parliez, et je ne suis pas sûr que nous repartions avec tous les messages que vous aimeriez nous adresser. Alors, Diane Salomon, peut-être, ou Angélique, tu veux répondre? Sur les violences psychologiques, finalement, c'est exactement essayer de faire comprendre au milieu du sport qu'elle a les mêmes lois et les mêmes devoirs que l'ensemble de la société, et ce qu'on laisse passer dans le milieu du sport, on ne le laisserait pas passer ailleurs, et notamment dans le milieu, par exemple, de l'éducation nationale. Si on insulte un enfant à l'éducation nationale, ça ne passera pas, alors qu'on peut se permettre de lui dire « bouge ton cul, grosse merde » à l'entraînement. C'est exactement cette phrase. J'ai exactement compris votre question. Donc c'est exactement, finalement, aujourd'hui, nous, comment on doit se positionner dans le monde du sport, ce qu'on doit laisser et ne pas laisser passer. Ce message-là, il pourrait très bien être donné, et ça n'a pas du tout le même impact chez l'enfant, d'une façon différente, alors que le fond est le même. Si on dit à un enfant, aujourd'hui, par rapport aux objectifs que tu t'es fixés, tu ne mets pas assez d'intensité, c'est exactement la même chose que bouge ton cul, grosse merde, alors que finalement le bouge ton cul, grosse merde, c'est l'humilier, faire perdre de son estime de lui-même, ne pas le construire. Il faut qu'on se pose la question, aujourd'hui, le sport, est-ce qu'il doit construire ou est-ce qu'il détruit? Je crois que le sport, de façon générale, a d'énormes valeurs, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, si je ne croyais pas aux valeurs du sport. Mais c'est encore plus le cas pour le sport de haut niveau, où on se permet d'attaquer la personne et finalement de faire passer la performance avant l'intégrité physique et mentale des jeunes, mais après aussi des majeurs. Et donc c'est pour ça que Alexandra nous a mis la petite slide de fin sur la charte. Il y a plein de petites choses qui sont extrêmement importantes à mettre en place dans un club pour justement qu'il n'y ait pas ces violences psychologiques qui se mettent en place. C'est éviter tout contact téléphonique avec les jeunes. Les adultes, les dirigeants, les entraîneurs, ils n'ont pas à être en contact avec les jeunes sur leur téléphone portable. Ils doivent passer par les responsables légaux. Et encore une fois, quand on est parent, le professeur d'histoire-géographie n'envoie pas de texto à notre enfant. Il passe par Pronote, ou il passe par les parents et par le carnet de correspondance. Ça ne l'empêche pas de pouvoir éduquer et former l'enfant à être un futur citoyen. C'est exactement la même chose là. C'est-à-dire que on doit toujours avoir les parents qui sont en copie, parce que c'est les parents les responsables légaux. Qu'un entraîneur, il n'est pas censé être ami sur Instagram. Il n'est pas censé envoyer des messages, liker ou quoi que ce soit, lui dire oh, et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as un petit copain? Toutes ces petites choses-là, c'est des choses finalement qu'il faut qu'on perçoive rapidement et qu'on mette en place. Limiter et avertir des contacts physiques, parce que pour certains, déjà mettre la main sur l'épaule, c'est déjà quelque chose qui va les choquer, qui va les gêner. Et on est bien loin d'une violence sexuelle, mais c'est quelque chose qui finalement va amener à ce qu'il y ait une proximité et des violences qui peuvent se mettre en place. Pareil pour les endroits clos, pareil pour dormir avec un encadrant. Ça paraît être du bon sens. Aujourd'hui, je suis plus professeur de PS depuis septembre, mais lorsque je faisais des voyages scolaires avec mes élèves, si en réunion, je disais aux parents de 4e, je vais dormir dans le dortoir des filles,
je suis sûre que 99% des parents diraient, ah bah non, vous n'avez pas le droit, vous êtes une adulte. Et ils auraient bien raison. Mais dans le milieu du sport, d'un point de vue logistique ou d'un point de vue pratique ou financier, eh ben, on a longtemps laissé passer ça. Donc, c'est des choses qu'aujourd'hui, on doit remettre en question, un cadre plus net qu'on doit mettre en place. Pour ce qui est des violences psychologiques, bah, c'est tout ce qui va porter atteinte à l'intégrité physique et mentale d'un jeune. Donc c'est tout ce qui est insulte, tout ce qui est remarques discriminatoires, tout ce qui est remarques sexistes, homophobes. Finalement, c'est juste que le milieu du sport ne se croit pas au-dessus des règles et que tout ce qui vaut pour la loi vaut aussi pour le monde du sport. Véronique Béchu. Et sachez, monsieur, qu'un bouge-ton-cul grosse vache ou une main aux fesses, c'est exactement la même chose en termes de pénalité. C'est-à-dire que c'est une agression. Et c'est entre 7 et 10 ans de prison. Alors évidemment, c'est peine maximale encourue. Donc, tout dépend de qui le fait, combien de fois, etc., etc. Mais c'est exactement la même échelle de peine. Une humiliation, une insulte et une main aux fesses. Voilà. Mais je vous remercie de ces réponses parce que c'est exactement l'objet des formations qui devraient s'instaurer partout et avec un support des ligues respectives. Mais c'est changer notre rapport, et c'est une question aussi qui revient et qui s'approche de la question de la santé mentale des sportifs, quand on se demande pourquoi il y a autant de dépression chez les sportifs de haut niveau, pourquoi il y en a qui arrêtent leur carrière à 22 ans alors qu'ils ont tout sacrifié pour ça, parce qu'à un moment, on a pu faire attention à qui ils étaient en tant qu'individus de façon holistique, qu'on les a juste vus comme des machines à médailles et qu'on les a humiliés, et qu'à un moment donné, ça a des répercussions sur la construction qu'ils ont d'eux-mêmes et sur ce qui reste après. Quand ils arrêtent leur carrière, ils se disent tout ça pour ça. J'ai fait tous ces sacrifices pour une médaille et aujourd'hui je suis détruit. Aujourd'hui, je m'appelle Laure Manodou, je prends ma retraite à 22 ans et à 35 ans, je fais des études de kinésiologie parce que ça fait 15 ans que je suis en dépression. C'est ça aussi qu'on doit se poser comme question sur les sportifs. Monsieur ? Oui, bonjour, Arthur Laine, membre du Conseil régional des jeunes à la région Grand Est, et je suis également arbitre de tennis. Et justement, je me pose des questions parce que pendant la formation que j'ai reçue par la Fédération française de tennis, on n'a eu aucun volet justement sur les violences sexistes les violences sexistes, sexuelles et psychologiques. Et donc je me dirais, est-ce qu'on n'aurait peut-être pas quelque chose à faire à ce niveau-là ? C'est une très très bonne remarque parce que c'est un des points que j'ai soulevé avec la Fédération française de tennis. J'ai demandé si on pouvait former les arbitres, les juges arbitres, parce que vous êtes aussi les premiers yeux et que quand je parle de témoins aveugles, finalement qu'on soit tous témoins actifs, ça passe aussi par vous les arbitres. Vous voyez énormément de choses, tant sur le comportement des jeunes sur le court que sur le comportement des personnes qui sont autour, et que ça soit d'ailleurs les entraîneurs comme les parents sur la pression qui sont mis aux enfants. Donc évidemment que vous devriez avoir une formation. J'ai demandé à la Fédération française de tennis. Pour l'instant, ça n'a pas trouvé d'écho, mais évidemment que ça aurait beaucoup de sens à ce que vous soyez formés pour repérer et connaître après les procédures de signalement. Parce que je sais très bien qu'au quotidien, vous entendez tu vas t'en prendre une à la sortie du cours, ou t'es vraiment une merde, ou des signes comme ça. Et ça, c'est le quotidien qu'on voit sur les bords de terrain de sport en général. Pas seulement dans le milieu du tennis. Non, je pense que dans tout le... Oui. Il n'y a que des messieurs qui interviennent aujourd'hui. Mesdames, rien à signaler? Non? Une autre... Ah! Bonjour. Bonjour. Du coup, je voudrais juste avoir un renseignement sur un cas pratique, on va dire. Déjà, moi, je suis athlète de haut niveau en équipe de France. Donc, ça concernerait, par exemple, un cas d'une athlète qui ferait un signalement contre un membre de staff qui serait mise à pied, du coup, quelques jours après. C'est ce qu'on disait aujourd'hui, tout à l'heure, les précautions qui peuvent être faites directement. Les conséquences, on va dire, quand on est dans une équipe, c'est qu'on peut se mettre certaines coéquipières à dos. La suite du cas, c'est que on se retrouve avec un nouveau signalement. Cette fois-ci, d'autres filles de l'équipe contre un autre staff. Et l'athlète
qui avait fait le premier signalement, se retrouve témoin d'un complot monté par des athlètes contre le staff. Donc, situation un peu particulière. Donc, cet athlète, donc, qui a des coéquipières à dos suite au premier signalement, ensuite, qui continue un peu dans cette voie négative avec des coéquipières parce que elle est témoin du complot. La position de la fédération qui préfère laisser le signal sport faire juger et faire toute lumière sur cette affaire. Donc, moi, ma question donc se porterait sur l'athlète, la première athlète en question, qui peut subir du coup, je ne sais pas si on peut définir ça comme un harcèlement, mais des comportements ça peut être des personnes dirigeantes de la fédération et surtout au quotidien des autres équipières, de par du coup sa prise de parole pour défendre le staff, pour défendre aussi ses chances dans l'équipe et tout simplement pour faire justice, comme quand on est témoin d'une telle situation. Donc, vers qui est-ce que l'athlète peut se tourner et du coup un peu pour être un peu mieux accompagné dans cette situation? Là, actuellement, est-ce qu'elle a eu une réponse de Signal Sport, du premier signalement? Le premier signalement, oui, l'entraîneur a été mis à pied. Est-ce qu'il y a un service d'enquête saisi? L'enquête a eu lieu, elle a été clôturée. Et elle a été avisée de la décision qui a été prise par le procureur de la République? Oui. D'accord. Et vous la connaissez, cette décision? Pas de suite. Classement sans suite? Classement sans suite, donc okay. Sur le premier signalement d'une athlète contre un staff qui a été mis à pied quelques jours après, mais l'enquête donc classée sans suite. Donc là, le staff a réintégré puisqu'il a été, encore une fois, un classement sans suite. Alors je voudrais aussi expliquer, le classement sans suite, ça ne veut pas dire que les faits ne se sont pas produits. Attention, ça veut dire que l'enquête n'a pas permis de démontrer que les faits se sont produits. C'est deux choses vraiment différentes, quoi. Il y a des faits qui ont eu lieu qui ne pourront jamais être démontrés pour X ou Y raison. Donc le staff est toujours écarté là pour l'instant. Donc sur le premier signalement, sont concernés une seule personne qui faisait partie du staff, donc la personne a été écartée définitivement. Et le deuxième signalement concerne une autre personne qui à l'époque était dans le staff et qui actuellement est dans le staff. Et qui est toujours en poste. Et qui, voilà, j'allais en venir. Donc le signalement a été fait, mais qui est toujours en poste. Si on peut dire ça, l'enquête en fait du Signal Sport est toujours en cours. Oui. Et il y a un service d'enquête autre qu'une enquête administrative? Pas à ma connaissance, je ne saurais pas dire. Donc moi, ma question porte vraiment sur l'athlète qui, du coup, a une position très particulière dans. Oui, dans l'écosystème. Alors, il y a deux choses. Si elle subit, cette athlète, si cette athlète subit effectivement du harcèlement, parce que ça semble être le cas, que ce soit de ses co-athlètes ou du staff, des dirigeants, etc., elle est en droit de porter connaissance de ce harcèlement à un service d'enquête. Elle peut se présenter dans un service de police ou de gendarmerie pour déposer plainte ou, à minima, signaler dans le cadre d'une main courante. Ça, elle est victime d'une nouvelle infraction, en fait. Et après, il faut qu'elle dénonce. Alors ça, c'est plutôt Angélique qui pourra le dire, mais dénonce les faits au-dessus. Enfin, il y a un système hiérarchique quand même dans le sport. Et donc, si le premier niveau juste au-dessus d'elle ne l'écoute pas et ne l'entoure pas, et ben il faut qu'elle passe au niveau supérieur.
Oui, effectivement, d'aller voir la cellule intégrité de la fédération concernée, donc je ne sais pas quelle fédération c'est, et puis après par la suite potentiellement le CNESF si c'est un sport olympique. Mais il y a aussi une chose qui est très importante finalement dans ce qui a été relevé, c'est quand c'est classé sans suite ou qu'il y a un non-lieu, ça ne veut pas dire que ça n'a pas eu lieu, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de preuves. Et donc c'est important de, après nous dans le milieu du sport, être sur un autre pan qui est plutôt le code déontologique. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas eu une condamnation que pour autant la personne ne peut pas être licenciée pour faute grave. Et donc c'est aussi à nous, à l'intérieur même des contrats, de mettre aussi des chartes de bonne conduite qui interdit tel et tel type de comportement pour que les personnes elles soient pas en capacité de pouvoir revenir si jamais malheureusement il n'y a pas eu de suite pénale. Après, pour cette personne, elle peut aussi se rapprocher d'associations. Et je l'invite aussi à nous contacter pour qu'on puisse l'aider en sachant davantage quels sont les tenants et les aboutissants. L'association Rebond, elle a 2 objectifs. Être là pour les victimes, pour les aider à se reconstruire avec de l'aide juridique, de l'aide psychologique et des week-ends de reconstruction notamment. Et de faire que les enfants d'aujourd'hui ne deviennent pas victimes en faisant de la prévention et de la sensibilisation et de la formation sur tous les publics. Donc évidemment, elle peut aussi très bien nous contacter et on essaiera de la guider pour qu'elle puisse continuer à faire son sport dans son milieu et qu'elle soit pas finalement celle qui a dénoncé et qui se retrouve à être la victime. C'est souvent le cas. Et donc c'est aussi sur ça qu'il faut faire évoluer les mentalités, parce que souvent c'est la personne qui a fait porter les faits en connaissance de tout le monde qui se retrouve à être soit plus sélectionné, soit le mouton noir du club, soit ne plus avoir les subventions fédérales. Et c'est finalement tout un système qu'on doit changer. Aujourd'hui, on doit faire passer les individus avant l'institution. Et pendant longtemps, par manque de courage aussi, les gens préféraient protéger l'institution plutôt que ses pratiquants. Merci. Oui, bonjour, merci. Alors, je me présente François Schmitt, donc je suis chef du service départemental jeunesse, engagement et sport. Donc voilà, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ce que vous avez indiqué. Peut-être plusieurs choses. Alors, je voulais remercier Madame Cauchy et tous les intervenants pour cette prise de parole. Alors, plusieurs choses effectivement sur la procédure administrative. Elle poursuit pas les mêmes objectifs effectivement, et l'intérêt est multiple parce que effectivement, il y a déjà d'une part, on n'est pas lié par des délais de prescription. Alors, ça, c'est important de le soulever. Des victimes, s'il y en a dans les années 80 ou 70 ou même avant, c'est tout à fait possible de prendre des mesures de police administrative aujourd'hui. Il nous est déjà arrivé, moi il m'est déjà arrivé de proposer au préfet des mesures de police pour des faits qui se sont déroulés dans les début des années 80, qu'on a réussi à établir avec suffisamment de précision. Donc plus de 40 ans après, la justice administrative ayant validé la procédure, c'est tout à fait possible. Il n'y est jamais trop tard pour signaler les faits ou au moins pour protéger d'autres personnes. Autre intérêt aussi, c'est la qualification pénale, c'est-à-dire que nous, on n'est pas liés par procédure administrative et la procédure fédérale ne sont pas liés par des textes pénaux. Donc quand bien même une ordonnance de non-lieu serait rendue ou une clôture d'enquête pour absence de fait, le préfet, lui, ou les services de l'État en général, eux, préviennent le risque pour la sécurité physique ou morale des pratiquants. Voilà, c'est tout, c'est ce qu'on doit caractériser pour prendre une mesure de police administrative d'interdiction ce qui peut être prise en urgence ou dans une procédure d'enquête administrative. Et effectivement, voilà, c'est les 2 intérêts principaux de la procédure administrative. Vous dire aussi que pour nous, c'est avant tout les signalements qui font notre travail. Donc effectivement, il est pour nous des fois difficile d'identifier des signaux faibles, parce que les signaux faibles, il faut partir d'un point de départ, voir l'évolution. Alors certes, on peut être dans un stéréotype effectivement où les athlètes prennent le look de l'entraîneur, c'est vrai, mais pour les services de l'État qui vont faire un contrôle dans un club, il est des fois difficile, voilà, sur le moment, sur l'instant T, de voir les problématiques. C'est pour ça que la place centrale des proches et des encadrants ou même des athlètes et des
des co-athlètes est capital dans la remontée des signalements. Pour le cas particulier, vous donnez le témoignage du volume que ça représente dans le Bas-Rhin. Alors c'est x6 en 4 ans à peu près, donc c'est considérable. Ce qui pour nous amène des réflexions. Mais voilà, il n'est jamais trop tard. On peut toujours prévenir, on peut toujours protéger. Et voilà, vraiment insister sur le fait que personne n'est inatteignable, peu importe son statut dans des fédérations. Et vous dire aussi que là, on a beaucoup parlé du sport effectivement fédéral, mais nous prenons aussi des mesures contre des entraîneurs dans le volet commercial, c'est-à-dire les salles, je ne vais pas citer, mais on va dire des salles de remise en forme lambda où des intervenants interviennent, enfin des coachs sportifs interviennent. Nous prenons aussi des mesures de police, le cas échéant quand c'est nécessaire. Et je dirais même que le législateur français, en tout cas, a un peu durci a étendu la palette de mesures disponibles pour les préfets, puisque maintenant on était surtout sur les entraîneurs au départ, maintenant on est sur les dirigeants, sachant que les mesures peuvent aller d'une interdiction temporaire à des interdictions définitives jusqu'à la fermeture partielle ou totale des établissements concernés pour les cas les plus graves, qui sont relativement exceptionnels, en passant par les subventions qui peuvent être retirées. Donc la totalité des subventions, j'entends, aussi bien en nature que financièrement parlant, passant par l'obligation aussi pour toutes les personnes publiques de retirer leurs subventions. Donc, la palette n'est pas particulièrement large pour aujourd'hui, mais une nouvelle fois, sans les signalements, sans ce devoir un peu de vigilance, des fois cette culture du doute qu'il faut, des fois on a un doute sur le changement d'un comportement, c'est pas grave, on peut s'adresser au service de l'État, on peut s'adresser aussi à un enquêteur de la police judiciaire pour lui confier les doutes qu'on a. C'est pas se confier, c'est pas forcément diligenter ça va pas forcément ouvrir une enquête, c'est juste avoir un regard croisé sur un comportement, et je pense que ça c'est utile de l'avoir. C'est pour ça que nous on prône aussi par exemple la mise en place de référents par binôme dans les clubs. C'est bien d'être à deux des fois sur les situations pour avoir tous ces éléments là. Voilà. Merci beaucoup. Je voudrais rebondir sur ce chiffre x6 pour dire à tout le monde que c'est pas parce qu'il y a plus de violence aujourd'hui qu'en 2020, mais c'est parce qu'aujourd'hui il y a deux raisons pour lesquelles il y a plus de faits. C'est que, un, Signal Sport est davantage connu, et deux, que peut-être qu'aujourd'hui, il y a une norme qui est en train de changer sur l'acceptation qu'on se fait des violences, et qu'aujourd'hui, on ne permet plus ce qui passait il y a quelques années, c'est très bien. Donc c'est pour ces deux raisons qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de signalements qu'en 2020, 2021, et que très, très certainement, dans les années à venir, il y en aura certainement encore beaucoup plus. Donc c'est pas parce qu'il y a plus de violences, ces violences-là, elles existaient, c'est juste parce qu'on en a davantage connaissance. Et je voulais rajouter quelque chose par rapport à ce que vous avez dit sur les sportifs entre eux. Évidemment, la paire-aidance, c'est très bien, mais j'ai lu récemment que la moitié des victimes de violences, enfin que pour la moitié des victimes de violences, toutes violences confondues dans le milieu sportif, il y avait des témoins. Donc je pense qu'il faut bien sensibiliser les sportifs aussi. Et j'ai également lu, on n'en a pas parlé aujourd'hui, c'était pas l'objet, mais qu'il y a beaucoup de violences entre les sportifs qui sont pas tout à fait du même registre, puisque les violences sexuelles les plus graves, rapportées en tout cas, sont celles commises par les entraîneurs sur les sportifs. Mais on sait qu'il y a d'autres types de violences qui sont commises entre sportifs. Et pour faire baisser ces violences-là, c'est aussi l'image et le modèle que nous, adultes, on a avec les enfants. Plus on va être violent dans le comportement, plus eux, ils vont reproduire ça entre eux aussi. Donc c'est malgré tout aussi de notre responsabilité dans la façon dont on s'adresse à eux et dans ce qu'on leur fait passer comme valeur et comme formation, qui fait qu'ils vont aussi avoir plus ou moins de comportements violents. De ne rien laisser passer aussi lorsqu'on est témoin de comportements violents de jeunes entre eux, et de ne pas banaliser une remarque sexiste, une remarque homophobe, une remarque peu importe la teneur lorsque c'est un propos violent, de ne pas les laisser passer et de faire celui pareil qui ne voit pas même si c'est entre mineurs.
Bien sûr, la réponse elle pourra être, pour les mineurs, en tout cas, surtout éducative. Et c'est aussi là où je pense que la place des encadrants, elle est importante, voilà, d'accompagner les plus jeunes à comprendre que, voilà, il y a des propos, il y a des comportements qui ne sauraient être tolérés. Et c'est vrai que là-dessus, il faut que tout le monde travaille. Et je pense que ce soit les éducateurs, les adultes qui accompagnent les enfants lors des déplacements, les adultes, les parents, voilà, tout ça, tout l'écosystème qui gravite autour des jeunes doit prendre conscience, voilà, de la nécessité d'accompagner vers un sport un peu plus, voilà, plus exempt de violence au quotidien. Merci beaucoup à tous. Il n'y a pas d'autres questions? Oui. Madame, appuyez sur le... Bonjour, je suis infirmière dans l'éducation nationale et je fais du dépistage auprès de tous les 6e et je pose effectivement des questions comme est-ce que tu subis de la maltraitance ou est-ce que tu as peur de quelque chose ou de quelqu'un? Avec votre vécu, est-ce qu'à l'époque vous auriez pu parler à l'infirmière de l'école? Et sinon, qu'est-ce que vous auriez aimé qu'elle fasse ou qu'elle dise pour que vous parliez, sachant qu'elle n'avait aucun rapport avec le milieu du sport où vous étiez? C'est une excellente question. Tout d'abord, merci d'être cette infirmière parce que c'est tellement indispensable qu'il y ait un milieu médical au sein de l'éducation nationale. Et j'ai très mal vécu dans mes 15 années de prof de PS de voir qu'il y avait une psychologue par demi-journée dans un établissement scolaire de 500 élèves. Dont 1 sur 5 est victime de violence. Ça veut dire que quand on a un établissement scolaire sur 500, on a 100 élèves qui sont en souffrance, plus tous les autres qui vivent des divorces douloureux, des maladies dans leur famille et d'autres choses. Ça me semble impensable qu'on mette un psychologue une demi-journée par semaine dans un établissement scolaire pour les jeunes. Ça démontre aussi ce qu'on considérait comme la préoccupation de la santé mentale des jeunes. Donc merci pour ce travail déjà. Ensuite, effectivement, pour moi, le collège, c'était ma soupape de décompression. C'était l'endroit où j'étais en sécurité dans toute cette vie pendant ces 2 années-là. Et jamais personne ne m'a posé de questions. J'ai jamais eu de rendez-vous, ni chez la psychologue, ni chez l'infirmière, ni chez le CPE. Et je pense que pour être tout à fait honnête, dans cette première partie, puisque je définis toujours cette période en 2 parties, dans cette première année où j'étais réellement totalement sous emprise, je n'aurais rien dit parce que je voulais le protéger lui, parce que je voulais protéger ma famille. Dans cette deuxième partie, la 2e année, je pense que si on m'avait tendu une perche, je l'aurais saisie. Et donc, potentiellement, si quelqu'un, un adulte, à ce moment-là, m'avait demandé si je vivais quelque chose, je pense que j'aurais répondu et j'aurais certainement minimisé. Ça aussi, c'est très important. Lorsqu'un enfant vous dit « c'est pas quelqu'un de bien », en parlant d'un adulte, il dit pas que c'est pas quelqu'un qui lui a pas tenu la porte ou qui lui a pas dit merci. Et c'est aussi la capacité qu'a un enfant de pouvoir verbaliser ce qu'il est en train de vivre, soit parce qu'il n'a pas les mots, soit parce que c'est tellement dur de les sortir. Il m'a fallu 15 ans, jusqu'à mes 27 ans, pour oser dire le mot « violer » me concernant. Ce mot, je le connaissais depuis très longtemps, mais j'ai mis 15 ans à pouvoir l'associer à moi, alors qu'inconsciemment, je savais très bien que c'est ce que j'avais vécu. Donc on peut pas demander à un jeune de poser ces mots-là. C'est à nous, adultes, de faire ce chemin. Et je crois que finalement, cette question, elle est hyper importante parce que aujourd'hui, dans cette société, encore trop souvent, on demande à la victime de faire tout ce chemin vers la libération de la parole et vers dénoncer les faits, alors que c'est à nous, société adulte, de faire une grande partie de ce chemin, d'abord en repérant, puis en ayant des rendez-vous ponctuels, des médecins, des infirmiers, qui posent des questions souvent aux jeunes pour pouvoir leur dire « on est là et si quelque chose ne va pas, je serai de ton côté, je te croirai, je t'écouterai, je te protégerai ». Il faut leur marteler ça sans arrêt pour que si à un moment donné, c'est le bon moment pour eux, ils puissent libérer la parole et que ça reste pas enfoui au fond d'eux pendant des dizaines d'années, voire pendant toute une vie. Donc pour répondre de façon rapide à cette question, la première année, je n'aurais certainement pas parlé. La 2e année, je pense que je l'aurais fait. Merci beaucoup, madame. Pas d'autres questions? Bon, eh ben, merci beaucoup. Merci, Denis. Merci à ces 3 voix puissantes de nous avoir un peu éclairés, qui nous ont montré ce que c'est un peu l'emprise, que c'est pas un piège grossier, mais une toile invisible, une mécanique insidieuse, un rapport faussé, lutter contre les violences dans le sport, et d'ailleurs partout. Parce que quand on voit la façon dont la parole s'est libérée à Betaram, il y a quand même beaucoup de choses à faire dans la protection des enfants dans ce pays. Mais lutter contre la violence dans le sport, c'est regarder
de plus près une relation qui unit un adulte avec un enfant, savoir poser des limites, former, écouter, oser dire non. Et voilà, merci beaucoup à toutes les trois. Merci Véronique Béchu, merci Angélique Cauchy et merci Diane Salomon et merci à tous dans cette salle. Et à bientôt.